d'avoir un échange. Enfin, on aura le temps d'avoir un échange, ça c'est sûr, et de, voilà, de pouvoir un peu voir comment est-ce que vous prenez en fait les éléments concernant cette démarche. Donc, c'est une démarche qui s'appelle donc le FSSD, donc pour Framework for Strategic Sustainable Development, et on va voir effectivement son contenu. Son intention primaire, c'est vraiment de permettre, d'outiller en fait tout un chacun pour pouvoir opérationnaliser le changement de trajectoire. Alors, vers des sociétés à prospérité renouvelée, mais en fait, le cœur du cœur, c'est vraiment de pouvoir intégrer cette logique de développement durable au cœur des activités, au cœur des projets. Donc, comme vous le disait Gabriella, je vais prendre quelques minutes pour vous dire un petit peu d'où je parle. En fait, moi, ça fait donc j'ai un background, j'ai fait de la géologie et j'ai fait de la recherche en gestion et traitement des déchets industriels. Enfin, j'ai fait une thèse sur ce sujet-là en tout cas. Et puis, effectivement, au fil des années, je me suis rendu compte que ça serait peut-être intéressant d'aller travailler le plus en aval possible non, pardon, le plus en amont possible, effectivement, pour traiter les problématiques liées à l'émergence des déchets, mais plein d'autres sujets. Donc, cette démarche, en fait, je l'ai rencontrée quand j'étais en Angleterre. Et depuis, en fait, c'était en 2001. Et depuis, je la déploie auprès d'acteurs publics, d'acteurs privés. Donc, vous voyez ici avec les petits, voilà, les types d'organisations avec lesquelles j'ai pu travailler. Et vraiment, comme je vous disais, l'idée là, c'est vraiment d'intégrer la perspective du développement durable dans les cœurs de métier, sachant que bien sûr, il y a 1000 raisons pour lesquelles il faut s'engager dans ce type de transformation. Mais pour moi, la clé qui est la plus importante et que l'on a du mal souvent à percevoir, c'est que c'est vraiment une clé d'intelligence stratégique et économique, parce que ne pas savoir lire ce contexte de l'Anthropocène et manœuvrer dedans pour le bénéfice de son organisation, bien sûr, mais aussi le bénéfice de nos sociétés, c'est véritablement aujourd'hui à prendre beaucoup trop de risques en fait. Donc voilà, on va revenir quelques minutes sur les enjeux, mais l'objectif là, c'est pas que vous deveniez des experts des enjeux du développement durable, ça n'a pas d'intérêt pour ce que l'on cherche à activer aujourd'hui. Et je rentrerai rapidement en fait dans la démarche avec bien sûr des illustrations de retours d'expérience par des entreprises et puis aussi par des interactions en fait entre des acteurs publics et des acteurs privés. Alors vous vous doutez bien que voilà, on a 1 heure devant nous. Je ne vais pas tout vous raconter, mais j'espère vous donner quelques clés, voilà, vous permettre d'être suffisamment intrigué pour avoir envie de vous mettre en mouvement sur ces sujets. Alors, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est l'Anthropocène. Donc, l'Anthropocène, voilà, c'est un mot qui commence à circuler maintenant bien depuis une petite dizaine d'années. C'est simplement dire que finalement, l'humanité, par ses activités pour répondre à nos besoins de tout un chacun, de citoyens, de clients, d'usagers, et finalement, on a une manière de le faire qui fait qu'on devient une force géologique. Donc, être une force géologique, c'est pas sans conséquence. Et effectivement, on voit aujourd'hui voilà, qu'il y a beaucoup de signaux qui sont en rouge. Donc, on est devenu une force géologique qui finalement ne participe pas à quelque chose qui est tellement favorable à continuer le développement de l'humanité sur cette planète. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut changer de trajectoire, qu'il n'est pas trop tard. Nos futurs sont encore un choix, mais il faut vraiment qu'on se mette en mouvement à la hauteur des enjeux. Et donc, ça veut dire, si on ramène ça à l'activité des organisations, qu'il faut que chacun, dans son univers de responsabilité, transforme et imagine des nouvelles manières de répondre aux besoins des clients et des usagers. Alors, voilà, sur le climat, c'est le sujet dont on nous parle tout le temps et voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important puisqu'il est effectivement partout dans notre manière de pouvoir vivre sur cette planète. La synthèse qui peut être faite aujourd'hui, c'est qu'à la fois, il est déjà trop tard puisque en fait, le climat change, ça c'est fait et puis c'est encore parti pour quelques années. Et il est encore temps, et c'est ce que résume bien ce schéma en fait, puisque là, ce que montre voilà, cette figure qui est extraite d'une publication qui date de 2018,
c'est que voilà, on est déjà dans un basculement du climat, mais qu'on ne veut pas aller au-delà de 1,5, 2 degrés. C'est ça dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Et c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, à partir de là, on change de système, on bascule dans d'autres choses. Et en fait, on ne sait pas très bien où on va, sauf que, a priori, ça deviendrait de plus en plus instable et donc de plus en plus compliqué, en fait, d'avoir un développement humain, puisque le développement dont on bénéficie aujourd'hui, ben, c'est 10 000 ans de climat stable. Donc là, on a appuyé sur les boutons, on est en train de tout changer un peu trop rapidement. Alors, bien sûr, il y a le climat, mais attention, quand on est en train de gérer les problèmes climat, eh ben, il y a plein d'autres aspects, parce que si on avait, voilà, si le sujet du développement durable, c'était le climat, ça serait déjà compliqué, mais en plus, il y a plein d'autres paramètres qui sont aussi challengés, en fait, par les choix qu'on a fait dans nos modes de développement. Donc, il faut être hyper attentif aujourd'hui que dans la manière dont on va résoudre des problèmes climat, eh ben, on ne va pas générer d'autres problèmes. Donc, aujourd'hui, vous avez bien sûr entendu parler de la biodiversité. Là, plus récemment, il y a le stress hydrique. Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux. Et puis, bien sûr, là-dessus, il y a aussi toute la justice sociale, la transition juste, enfin, le caractère social, puisque le développement durable, c'est pas que la côté environnement, quoi. Donc, vous avez peut-être entendu, voilà, sans rentrer dans les détails, parler des limites planétaires. Là, récemment, depuis 6 mois, on en a entendu parler au moins à 2 reprises. Donc, l'idée des limites planétaires, c'est quelque chose qui a été pensé par une équipe de chercheurs en Suède en 2009, avec cette idée de se dire, ben, en fait, quelle est la zone dans laquelle le développement humain peut se continuer à se faire en sécurité, et quels sont les endroits sur lesquels on est déjà au-delà de ce qui serait voilà, des limites qui permettraient cette stabilité. Et donc, ils ont voilà, choisi de travailler avec 9 limites planétaires qui bientôt ont été 10. Et vous voyez qu'effectivement, certaines entités, par exemple, plus récemment sur l'eau, ben, on nous a dit attention, il y a un problème sur l'eau. Et en fait, on a commencé à faire la distinction entre l'eau verte et l'eau bleue. Et donc, juste, voilà, sans rentrer dans les détails, mais l'eau verte, c'est ce qu'on a vécu là il y a quelques semaines en France, c'est de dire, bah, en fait, il n'y a plus assez d'eau dans les sols. Et en fait, finalement, c'est l'eau dont toute la nature a besoin au printemps pour voilà, pousser, pour dire les choses très, très vite. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que ces limites planétaires, eh ben, il y en a un certain nombre qui sont dépassées. Et puis surtout, ce dont il faut avoir bien conscience, c'est l'équipe de Johan Roxman qui est à l'origine du développement de cette approche, en fait, est vraiment de dire, mais attendez, déjà, on n'est pas sûr d'avoir toutes les limites planétaires. Et en plus, il y a des limites planétaires sur lesquelles faire des calculs pour nous dire quelle sera la limite est extrêmement compliqué, voire impossible. Donc, une autre limite planétaire dont on a entendu parler il y a 3 4 mois, c'est la limite planétaire qui s'appelle ici nouvelles entités. Alors, nouvelles entités, là, on nous a dit que c'était dépassé pour tout ce qui concernait voilà, le plastique. Mais nouvelles entités, c'est pas juste le plastique, en fait, c'est toutes les molécules chimiques, c'est toutes les hormones, c'est tout, c'est voilà, tout type de molécules. Donc, on voit bien qu'en fait, on ne va pas pouvoir aller calculer précisément pour chacune de ces molécules, quelle est la limite? Et puis l'enjeu, bien sûr, c'est que il n'y a jamais qu'une molécule nulle part, c'est toujours des combinaisons de molécules. Donc en fait, voilà, il faut vraiment prendre cette représentation des limites planétaires comme un warning global, en fait, en nous disant, bah, attendez, finalement, globalement, là, on ne va pas dans le bon sens parce que plus on avance, plus on arrive à se faire à peu près une idée voilà, de ce que ça représente, plus on révèle que bah, on est déjà à beaucoup d'endroits au-delà de ce qui est favorable aux vivants. Donc voilà. Donc tout ça, c'est, voilà, sans rentrer dans plus de détails sur ces sujets et ces objets du développement durable, ça nous invite clairement à changer de représentation. Et c'est ce qu'on va travailler ensemble ce matin. Mais une image, en fait, qui suffit de changer, en fait, pour être au plus près de la réalité, c'est cette image du développement durable qu'on a connue. Alors, voilà, la définition du développement durable, elle a été posée en 1987. Et finalement, on nous a parlé, voilà, du triptyque économie, société, environnement, et avec un peu cette idée de ces 3 cercles interconnectés, en nous disant, ben voilà, l'interconnexion, c'est le développement durable. Mais ça, finalement, ça nous a permis de voilà, nous dire, ben,
on s'occupera voilà, de l'environnement, quand on aura résolu les problèmes d'emploi, quand on aura résolu les problèmes de croissance, quand on aura... Voilà. Et la réalité, c'est plus l'image qui est à côté, en fait, qui sont ces 3 cercles concentriques, de vraiment dire, ben voilà, au final, si on regarde voilà, le vivant sur cette planète et nos sociétés humaines, ben, le lieu qu'on partage tous, c'est la planète Terre. Là-dedans, il y a des humains parmi d'autres vivants. Et là-dedans, pour répondre à nos besoins, on a organisé des économies. Mais s'il n'y a plus de planète Terre et s'il n'y a plus de société, il n'y a plus d'économie. Donc finalement, juste de voilà, se dire que l'objectif sur lequel on doit travailler ensemble aujourd'hui, tous, c'est comment est-ce qu'on va réinscrire nos modes de développement dans la dynamique de ces systèmes socio-écologiques, puisque c'est voilà, c'est là-dedans qu'il faut s'inscrire. Alors, cette représentation, si je vous emmène un petit peu plus loin sur ces 3 cercles concentriques, en fait, elle a été reprise aussi par le Stockholm Resilience Center, qui a fait le lien avec les 17 objectifs du développement durable, sur lesquels voilà, les nations se sont engagées en 2015 à horizon de 2030. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable. Et vous voyez ici qu'ils les ont repositionnés, en fait, sur ces 3 cercles, biosphère, société humaine, économie. Et la cerise sur le gâteau, ben, c'est le 17e objectif qui est effectivement cet enjeu de la gouvernance. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur quand on regarde notre actualité, mais c'est aussi voilà, la manière dont on va réussir à se parler, à se coordonner, à coopérer, puisqu'on voit que bien sûr, il faut que chacun se transforme, mais on a aussi besoin de faire des transformations plus profondes, des transformations structurelles, et qu'il faut voilà, passer le cap de dire bah, moi, j'y vais pas tant que les autres n'y vont pas, qui est un peu le scénario dans lequel on tourne en rond depuis des dizaines d'années. Une autre représentation que vous avez certainement pu voir, qui est celle de l'économie du donut, en fait, qui a été développée par une économiste anglaise il y a je crois que c'est 2017. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle associe à cette idée de limite planétaire, donc vous retrouvez les limites planétaires sur l'extérieur, elle associe un plancher social. Et ça résume bien la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que, bien sûr, le développement humain voilà, est de plus en plus bon pour la plupart des humains, mais on n'est pas encore complètement à l'optimum pour beaucoup, beaucoup d'humains encore. Donc, c'est effectivement de dire, ben, l'économie du donut, c'est de dire comment est-ce qu'on pense notre développement pour véritablement obtenir le maximum de ce que l'on peut faire au niveau du bien-être humain, tout en ne dépassant pas les limites planétaires. Et voilà, il y a des modèles en fait qui sont en train de se développer autour de ce type de développement, et on va voir concrètement en fait comment est-ce qu'on peut s'orienter, parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réaliser tout ça, quoi. Alors, là, je vais vous présenter les travaux en fait qui ont été développés par un économiste chilien, sans forcément rentrer dans les détails, mais qui je trouve résument bien en fait voilà, la situation et la question qui nous est posée aux uns et aux autres. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que changer de trajectoire, ben, ce n'est pas une option finalement. Il faut véritablement qu'on arrive à voilà, organiser une redirection de notre développement pour bien sûr satisfaire les besoins humains dans les limites planétaires. Et ça, c'était effectivement le projet qu'on s'est donné en 1987. Enfin, c'est là où on a posé voilà, cette ambition, cette intention, cette histoire qu'on s'est racontée en tant qu'humanité, de dire bah, comment est-ce qu'on fait un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Alors, certains aujourd'hui nous disent le développement durable, c'est has-been. Moi, je veux bien. Mais aujourd'hui, on invente beaucoup de mots pour dire ça. Et finalement, si on revient à cette définition de base, ben finalement, voilà, on voit qu'on est encore loin de cette réalisation. Et le lien qu'on peut faire entre voilà, cette définition initiale et puis les objectifs du développement durable développés en 2015, c'est que finalement, ces 17 objectifs, ce sont les 17 chapitres du livre voilà, un développement inter- et intragénérationnel. Mais la grosse difficulté dans cette définition, c'est qu'est-ce que sont les besoins humains? Alors, voilà, souvent on parle des besoins de la pyramide de Maslow,
souvent, on va commencer à essayer de faire le distinguo entre les besoins, les envies, les désirs, et on a tous vécu ces conversations que qui es-tu pour me dire que moi, ce que je considère comme étant un besoin est finalement un désir ou une envie et que je pourrais très bien m'en passer. Donc, on voit que ces conversations-là deviennent rapidement stériles. Donc, une autre stratégie par rapport à ça, c'est, je trouve, de travailler avec donc, cette manière de penser les besoins humains de Manfred Maxif. Alors là, je vous fais vraiment la synthèse de la synthèse, mais ce monsieur, finalement, économiste chilien, donc décédé relativement récemment, qui avait toujours travaillé l'économie au service du développement humain. Et lui, il a montré qu'il y avait 9 besoins humains fondamentaux et qu'en fait, ce qui était challengé par voilà, les enjeux du développement durable et même tout type d'enjeux, c'était pas ses besoins, mais c'était la manière de répondre à ses besoins. Donc voilà, il y a plein de choses par rapport à ça. Et il va encore plus loin puisqu'il va aller regarder la qualité de la réponse qu'on apporte à ses besoins. Donc c'est là où je vous emmène ici dans cette slide résumée et qui, je trouve, pose bien le sujet enfin, le défi qui nous est posé à tout un chacun, c'est de dire aujourd'hui, qui que l'on soit, acteur économique ou acteur du public, en fait, on est organisé pour répondre à un besoin client, un besoin usager. Et ce dont on a tous conscience de plus en plus précisément aujourd'hui, c'est que notre solution, elle a des effets sur la société, sur l'environnement, qui peuvent être résumés en disant, ben voilà, lui, c'est ce qu'il appelle des qualités de réponse globalement destructives. Alors, voilà, on pourrait bien sûr préciser ça de manière plus fine, mais en gros, ça veut dire que dans la manière dont je me suis organisée pour répondre aux besoins de mon usager ou mon client, eh ben, je vais avoir des effets sur la société, sur l'environnement, qui vont m'empêcher de répondre au long cours à ce besoin ou qui m'empêchent déjà de répondre à d'autres besoins. Donc, la dynamique de transformation dans laquelle il faut qu'on arrive à s'engager, et je trouve que voilà, moi, c'est comme ça que j'embarque les organisations dès le début en disant, bah, en fait, voilà, c'est pas la peine de se faire mal et de se dire qu'on est méchant, mais c'est de se dire, bah, OK, aujourd'hui, la stratégie par laquelle je dois transformer mon organisation, c'est comment est-ce que je vais euh, finalement arriver à développer des réponses à mes clients et mes usagers qui soient de qualité globalement synergique. Et là, du coup, je crée de la valeur pour mon organisation et aussi pour la société. Donc, c'est véritablement ça qu'il faut voir et qu'il faut comprendre sur ce vaste sujet du développement durable. Alors, bien sûr, du coup, la question que vous vous posez immédiatement, c'est ça veut dire quoi globalement synergique? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, c'est là que vient cette démarche, en fait, effectivement, pour éclairer qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de transformer son organisation pour évoluer de réponses globalement destructives à des réponses globalement synergiques. Euh, Cette démarche, en fait, elle est encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle n'a pu être quand elle a été développée. Alors, c'était dès 1989, hein, donc on est sur une démarche qui a plus de 30 ans. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ben, voilà, la marge de manœuvre, elle est encore plus petite que si on avait engagé les transformations à la hauteur des enjeux il y a 50 ans. Donc, on ne peut plus voilà, prendre des chemins de traverse et s'occuper du développement durable quand on a le temps et quand on a l'envie. Là, il faut véritablement être hyper stratégique dans la manière dont on va utiliser toutes les ressources dont on dispose, hein. Et donc là, c'est bien sûr les ressources naturelles, mais c'est aussi les ressources économiques, les ressources humaines, pour aller chercher les leviers de transformation les plus importants, en fait, dont on dispose chacun dans nos organisations. Alors, ça, c'est dit, mais après, effectivement, il y a encore plein d'idées reçues qui sont là, de manière très, très puissante, hein, qui vont nous dire que le développement durable, ça paye que si tout le monde s'y met. C'est souvent l'histoire qu'on entend en disant, bah oui, mais tant que la Chine s'y met pas, mais tant qu'il n'y a pas une loi pour tout le monde, tatati tatata. Donc là, ce qu'on va voir, en fait, c'est que les organisations qui se sont emparées de cette manière de réfléchir en ont tiré un bénéfice depuis bien longtemps sans forcément que leurs compétiteurs se soient mis en mouvement au même endroit. Et aussi cette idée qu'effectivement, quand on voit la définition de 1987 de Brundtland, c'est qu'on peut se dire, bah oui, il y a un développement
voilà, qui répond aux besoins des générations présentes et qui comprend les générations futures, oui, concrètement, je fais comment dans ma boîte demain matin, quoi. Et donc, avec cette idée que le développement durable, c'est tellement vaste, en fait, qu'on ne peut pas le définir de manière opérationnelle. Et on va voir ici que, ben non, on va vous donner des clés de lecture du monde qui vous permettent effectivement, alors ça ne vous donne pas les solutions et qu'est-ce qu'il va falloir faire demain matin, mais ça vous permet d'interroger de manière très, très systématique l'univers dans lequel vous travaillez et de voir où est-ce que vous êtes contributeur ou non à la non-durabilité de nos sociétés, quoi. Alors, pour donner un petit peu de background, et c'est extrêmement intéressant pour éclairer en fait une des particularités en fait de cette démarche, elle a été développée, donc, comme je vous le disais, en Suède en 1989 par ce monsieur qui est à l'initiative du développement. Alors, il n'est pas tout seul, c'est pas un gourou qui s'est assis voilà, dans un coin et qui a développé la solution pour le monde. Vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus construit que ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans son parcours et qui a certainement complètement influencé la manière d'aborder les choses, c'est que lui, à l'époque, il faisait de la recherche contre le cancer. Et quand il s'est intéressé à ce sujet du développement durable, donc en 1988, il a été un petit peu voilà, surpris par la manière dont les choses étaient discutées, et notamment par le fait que ben, tous les scientifiques et tous ceux qui s'intéressaient à ce sujet parlaient des problèmes, des symptômes, de ce qui n'allait pas, des impacts. Et en fait, il a fait le lien avec sa propre expérience de chercheur contre le cancer, qui avait vécu un peu l'enfer tout le temps où on ne savait pas quelle était la source des cancers. Donc, en fait, pendant longtemps, la recherche contre le cancer, ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, on voyait des symptômes, mais on ne savait pas quelle était la source des cancers. Donc, difficile d'agir puisque on n'est pas en train d'agir à l'endroit où on va véritablement guérir la personne, on est en train d'agir à l'endroit où bah voilà, on gère le problème, mais on n'a pas géré la source du problème. Et puis, eh ben, à l'époque, ils avaient aussi vécu bah, la recherche contre le cancer qui a compris la source des cancers. Et donc, la recherche contre le cancer, bah, c'était effectivement comment on arrête ce métabolisme là, qui se met en route, là, qui a oublié le fonctionnement bon des cellules, et en même temps, comment est-ce qu'on préserve la santé de la personne alors qu'elle reçoit véritablement le traitement qui va la permettre de guérir ce qui est en train de s'enclencher dans son corps, quoi. Donc, lui, il est parti avec cette idée en se disant, bah, on ne peut pas juste nous parler de ce qui ne va pas, on a besoin de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à la source de la non-durabilité de nos sociétés. Et ça va nous donner véritablement les règles du jeu, voilà, par lesquelles il va falloir refonder nos sociétés. Il va nous permettre aussi de nous coordonner dans toutes nos transformations, parce que ce n'est pas quelques experts qui vont cerner ce sujet, qui vont nous donner les solutions, c'est parce que tout un chacun comprend ces règles du jeu qu'on va pouvoir les agir là où on a la main, en fait. Et donc, il est parti avec cette quête en se disant qu'il y avait une responsabilité des scientifiques, bien sûr, de nous dire ce qui n'allait pas, parce que finalement, c'était aussi ça qui a permis de prendre conscience de ce qu'on était en train de faire, mais aussi nous dire quels sont les mécanismes sources de la non-durabilité de nos sociétés, qui peut être voilà, appris par chacun pour pouvoir être acteur des transformations, quoi. Donc, il a écrit une première version de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'il a transmis à d'autres scientifiques qui ont bien sûr cherché l'erreur. Et voilà, ils ont amendé, amendé, amendé. Et au bout de 21 versions, a été présentée la version que je vais vous présenter. L'autre aspect qui est intéressant dans la manière d'aborder les choses, en fait, c'est que pendant le développement de cette démarche, ils sont aussi allés voir les entreprises en disant, bah, nous, les scientifiques, on est en train de tenter de se mettre d'accord sur un langage commun du développement durable. Si on y arrive, est-ce que vous voulez soutenir la démarche? Et puis pareil auprès d'acteurs publics, privés, d'écoles, de la télévision, du roi de Suède. Et ça fait en fait que cette démarche, elle a été lancée en prime time à la télévision suédoise en 1989. Et là, j'ai mis cette photo parce que tous les foyers suédois ont reçu à l'époque un livret et une cassette audio. Enfin, le truc qu'on ne voit plus aujourd'hui, les cassettes audio, mais en tout cas, à l'époque, tout le monde a reçu ça, quoi. Donc, on voit que ce n'est pas un lancement dans les... C'est véritablement un lancement dans les grandes largeurs. Et après, voilà, ont été embarquées les plus grosses entreprises, donc des Electrolux, des Scandic, des Ikea, qui sont entrées dans cette démarche, quoi. Alors, voilà, pour un petit peu de background, mais qui dit beaucoup de choses sur ce décalage de perspective entre
analyser les choses par les impacts, les endroits où ça fait mal aujourd'hui, ou analyser les choses par les mécanismes sources. Et c'est véritablement ce qui fait que cette démarche est stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, c'est parce qu'on va regarder à partir d'un endroit différent. Est-ce que ça va pour les uns et les autres là? Il n'y a pas de main qui se lève, Gabriella, là? Négatif. Ok, super. Très clair. Donc, cette démarche, c'est à la fois un langage commun et un mode opératoire. Et l'idée, c'est de dire, on a besoin de répondre oui à 3 questions. Est-ce que j'ai une définition opérationnelle du développement durable? C'est-à-dire, voilà, quelque chose qui me permet de me dire tous les matins, je suis sur la bonne trajectoire, là, on n'y est pas, il faut encore transformer, et là, c'est bon, on peut s'appuyer là-dessus. Est-ce que cette définition me permet d'évaluer ma situation aujourd'hui et d'avoir une visibilité sur les enjeux de demain? Donc c'est bien l'enjeu dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de dire on n'a plus le temps de bagnauder, il faut qu'on aille droit au but et il ne faut pas que quand on soit en train de régler nos problèmes de climat, on soit en train de se préparer des bombes pour d'autres sujets, quoi. Et troisième question, est-ce que vous êtes confiant que les solutions que vous développez aujourd'hui ne deviendront pas les problèmes de demain? Justement parce qu'on est tellement focus sur un sujet que bah, finalement, on est en train de générer des problèmes par ailleurs. Et puis ça, c'est véritablement la question des organisations aujourd'hui, parce que quand je vais décider d'investir, il ne faut pas que je me retrouve avec « Ah ben non, en fait, ça, c'est pas du tout la bonne solution dans 3 ans, dans 5 ans », parce que quand on a choisi d'engager une transformation dans une organisation, voilà, des fois, ça peut recourir à des investissements lourds et donc il faut sécuriser au maximum ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc cette démarche, comme vous voyez, a reçu un certain nombre de prix au fil des années, mais bon, ça c'est quelque chose sur lequel les Suédois sont plus sensibles que nous, je pense. Alors, avant de rentrer dans le cœur du contenu, finalement, là, je vais vous donner en fait voilà, quelques organisations qui ont déployé cette démarche depuis des dizaines d'années, comme vous pouvez le voir, qui sont de toute taille, en fait, pour vous rassurer aussi, parce que des fois on se dit, bah non, mais ça c'est que pour les grandes entreprises, ça c'est que pour les petites. Donc là, en fait, non, vous allez voir, c'est la même logique, alors qui prend forcément des formes différentes, mais c'est le même, c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est véritablement un langage commun, quoi. C'est pas un langage pour les grandes entreprises ou un langage pour les collectivités territoriales. Donc là, l'exemple que je mets en avant ici, c'est Interface. Donc Interface, ils font de la dalle de moquette et du revêtement de sol. Vous en avez peut-être sûrement entendu parler. Enfin voilà, c'est des pionniers qu'on cite très très régulièrement. Eux, en fait, là, ce que vous voyez, c'est la photo de leur PDG, Ray Anderson, donc qui lui avait monté cette boîte au milieu des années 70 et au milieu des années 90. Ben voilà, il a perdu quelques marchés parce qu'en fait, commençait à être posée la question, alors plus de l'environnement, je pense, que du développement durable à l'époque. Et en fait, ils n'étaient pas en capacité de répondre à ces questions. Donc, bah, finalement, ça finit par remonter au travers des équipes qui ont... et lui a pris le sujet, en fait. Et là, il a cherché comment travailler ce sujet et il l'a travaillé en combinant cette démarche du FSSD avec beaucoup aussi le biomimétisme. Mais en tout cas, en termes de structuration de la pensée, ils sont vraiment partis sur le FSSD. Et là, ce que vous voyez derrière lui, en fait, c'est voilà, c'était la manière dont ils avaient résumé le sujet pour eux, c'était de dire, ben, au vu de l'analyse qu'on a fait de notre structure au regard de ces conditions nécessaires à des sociétés durables, eh ben voilà, il va falloir qu'on transforme notre organisation, qu'on grimpe le mont durabilité, et ils avaient identifié pour eux 7 voies de transformation. Et donc, voilà, ça, je vous invite à regarder comment est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait énormément de choses, voilà, qui est très bien documenté, en fait, sur les sites au niveau international et même en France, quoi. Et là, je vous mets juste ça, parce qu'en fait, cette citation, c'était de dire, ben voilà, notre croissance se fait aux dépens de nos concurrents qui n'est pas possible qui n'ont pas compris qu'il est possible de faire du vrai bon business. Donc, le vrai bon business, c'était vraiment la phrase qui revenait après régulièrement avec Ray Anderson, parce qu'en fait, il disait, ben voilà, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur au milieu des années 90 quand j'ai compris que je croyais faire du bon business et qu'en fait, j'étais en train de faire du bon business au niveau économique, mais que derrière, je laissais voilà, un fardeau de problèmes au niveau écologique et au niveau social voilà, à la société. Et donc, voilà, la transformation, c'était finalement de dire comment je fais du vrai bon business. C'est-à-dire que cet alignement dont on a parlé tout à l'heure, de passer de réponses destructives à des réponses qui sont finalement synergiques.
Une autre entreprise donc, qui est sur... Alors, Interface, hein, c'est des milliards voilà, c'est une grosse entreprise américaine et internationale. Là, je vous mets le groupe Millet. Donc, le groupe Millet, ce n'est pas les vêtements, c'est les portes et les fenêtres sur mesure. Une entreprise donc, de 650 collaborateurs à l'époque, qui est la première entreprise, moi, que j'ai accompagnée en France, qui a engagé cette démarche dès 2005 avec cette idée de dire, bah voilà, il y avait un jeune dirigeant qui reprenait derrière voilà, son père et qui avait cette idée de dire, moi, je veux que bah voilà, le développement durable soit au cœur de la stratégie d'entreprise. Et donc là, je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais au moment où on s'est rencontrés, en fait, c'est ce que j'ai mis dans le sous-titre ici, et ben, finalement, lui, il n'avait pas réussi à embarquer ses équipes. Et donc, finalement, tout le monde le regardait en se disant, mais en fait, là, on est en train de partir sur de l'écologie, mais quid de l'économie? Donc, en fait, il passait pour un dirigeant militant et donc, il n'avait pas voilà, tous ses collaborateurs qui ramaient dans le même sens que lui. Donc, sa question, c'est de dire effectivement comment j'intègre ce sujet qui me tient à cœur au cœur du métier de l'entreprise, au cœur de la stratégie, et que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire et que ce n'est pas l'écologie ou l'économie, c'est l'écologie pour l'économie ou l'économie pour l'écologie et vice-versa, quoi. Voilà, donc eux, on verra plus en détail tout à l'heure comment ça s'est passé chez eux, mais voilà, ce qui était ressorti à l'issue de ces accompagnements, c'était de dire, bah, nous approprier et mettre en œuvre cette démarche a été, reste un de nos meilleurs investissements. Et vous imaginez bien que la question, je l'ai posée et reposée régulièrement, et vous verrez qu'effectivement, ça reste encore un de leurs meilleurs investissements, puisque c'est vraiment une manière de lire le monde qu'ils ont complètement intégré à leur développement et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une entreprise voilà, qui a une croissance à 2 chiffres, qui a plus de 1000 collaborateurs et qui est extrêmement voilà, intéressante dans la manière dont elle a déployé des solutions sur un marché voilà, qui est finalement assez compliqué. Là, c'est un autre exemple. Donc, vous voyez, on descend en taille d'entreprise. Là, on est sur 50 collaborateurs dans un accompagnement voilà, court, puisqu'on était sur des accompagnements voilà, de 4 demi-journées. Donc, c'était des programmes qu'on avait développés pour des PME, TPE. Et donc là, PME dans l'agroalimentaire, qui véritablement, pareil, en fait, c'est comprend cette autre manière de lire le monde. Et eux, ils étaient dans voilà, les spécialités charcutières. Donc, on peut se dire, ouais, en termes de développement durable, du coup, ça veut dire qu'on est sur voilà, du carnet, qu'on est sur du mise sous vide, petit format, plastique, transporté, distribution à marque distributeur. Enfin, voilà, où est-ce qu'on va trouver la capacité de voilà, transformer les choses? Et donc, juste un exemple, parce que c'est une entreprise qui a eu, voilà, qui avait eu des prix pour cette démarche. Alors, c'était il y a très longtemps, hein, vous voyez, c'était 2009. Mais une chose qu'on avait pu identifier avec eux et qu'ils ont mis en œuvre, c'était que les talons de jambon étaient considérés comme un déchet. Donc, c'était fou parce que c'était le même jambon que la tranche d'avant, mais comme c'était plus à taille, ben voilà, c'était quelque chose qui n'arrivait même pas à valoriser, même dans l'alimentation animale. Et là, en fait, la première réflexe, ça avait été de se dire, ben, on va développer voilà, des recettes, on va faire des quiches avec ces jambons et spécialités charcutières. Et puis, vous allez le voir que ce qui est vraiment important, c'est pas voilà, de réinvestir des nouveaux cœurs de métier, parce que là, ça devient, voilà, il faut construire des sites de production, il faut former des équipes, il faut s'équiper, enfin voilà, ça devient très challengeant. Donc, l'idée, c'est plutôt de rester véritablement au plus près de ce sur quoi on est en capacité de faire le mieux. Et là, finalement, ce qui a émergé, c'est une idée qui paraît bête et évidente une fois qu'on le dit, mais qui finalement a été une véritable solution pour eux. C'est de dire, bah, plutôt que de trancher, finalement, ils vont découper voilà, pour faire plutôt des chiffonnades que de faire des belles petites tranches. Ouais, et donc, ils ont allé travailler sur d'autres emballages. Et donc, ils ont finalement développé une gamme de produits donc, faits avec les mêmes jambons que les tranches, mais qui étaient à marque propre. Ils ont été travailler sur voilà, la forme d'emballage, la matière de l'emballage qu'ils ont dû aller chercher d'ailleurs en Suède, mais qui a fait qu'effectivement, ils se sont développés bah, une nouvelle capacité à créer de la valeur avec ce qui était considéré avant comme un déchet, quoi. Voilà, donc ça, c'est des programmes. Et effectivement, là, ce que j'évoquais, voilà, cet accompagnement-là, bah, il s'est fait dans le cadre d'un programme inter-intra-entreprise.
Donc là, qu'on a pu voilà, animer dans plusieurs régions de France au milieu des années 2000, et là, qui repart. On est en train de, enfin, là, je reviens juste de Guadeloupe, où on a lancé en fait un programme où il y a 7 entreprises en fait qui sont en train de rentrer dans ce processus et effectivement, voilà, qui voient en quoi est-ce que ça leur permet de reprendre la main pour pas être noyés sous tout ce qu'implique le développement durable. Alors, concrètement, maintenant, il y a quelques métaphores, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, c'est quand je vous ai présenté les 3 cercles interconnectés, les 3 cercles concentriques, il faut dépoussiérer et activer d'autres manières de voir le monde. Donc, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on le résume par cette métaphore de l'entonnoir qui dit que ben, finalement, au fur et à mesure où le temps passe, ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution de la quantité et de la qualité des ressources naturelles, ça, voilà. Et en parallèle, effectivement, la population mondiale augmente et sa demande en ressources augmente. Donc ça fait qu'au fur et à mesure où le temps passe, ben, on voit que notre marge de manœuvre diminue. Alors, là, l'objectif, c'est pas de jouer voilà, à prédire la fin du monde et se dire c'est la fin du monde dans 50 ans, dans 3 millénaires ou dans 400 ans. C'est de se dire, bah, quand même, au fil du temps, on a quand même pris conscience d'un certain nombre de problèmes, on a mis en place un certain nombre de solutions et pourtant, notre marge de manœuvre, globalement, continue à diminuer. Donc la manière dont il faut réussir à lire cette représentation pour que ça soit constructif et que ça nous mette en capacité d'agir, c'est de se dire, ben, si la marge de manœuvre continue à diminuer alors qu'on a compris un certain nombre de problèmes et mis en place un certain nombre de solutions, ça veut dire qu'on n'a pas compris tout ce qui compose les règles du jeu, du système dans lequel on doit réussir à développer nos sociétés. Donc c'est véritablement cette quête-là sur laquelle on part au travers de cette démarche. Et se dire, bah, voilà, c'est quoi les éléments qu'on n'a pas compris qui fait que quand on développe des solutions, bah, finalement, on développe les futurs problèmes. Et ça, voilà, on est passé des CFC au HCFC. Enfin, aujourd'hui, on est en train de passer du moteur thermique au moteur électrique. Donc, c'est de se dire, est-ce que, dont on voit déjà la limite, donc voilà, est-ce qu'on peut incorporer d'autres manières de réfléchir qui, ben, peut-être qu'on passera par les voitures électriques, mais on sait déjà que ce n'est pas la solution au long cours, quoi. Donc, ce qu'on vise, c'est la sortie de l'entonnoir. C'est véritablement comment est-ce qu'on va répondre aux besoins de 9 milliards de personnes sur une planète. Parce que voilà, on ne va pas aller déménager demain matin sur Mars. Et vous voyez qu'au-delà de ça, ben, les options se réouvrent. Ça, on peut compter sur la capacité régénérative de la nature. Si on n'a pas passé trop de seuil, effectivement, on voit que la nature se restaure en fait. Et puis aujourd'hui, on nous parle d'économie régénérative, donc ça, c'est une aspiration intéressante. Voilà, attention à ne pas surexploiter les mots au-delà de ce qu'on arrive aujourd'hui véritablement à agir. Mais voilà, c'est certainement une belle aspiration, mais en tout cas, c'est important de regarder de près ce que font les acteurs qui se disent dans l'économie régénérative, parce que je pense qu'on est encore très très loin de cette réalité aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne un horizon. L'enjeu aujourd'hui, et ça on le sait tous, c'est qu'effectivement on n'est pas en 1972, donc ben, on voit bien qu'aujourd'hui on a des crises. Alors voilà, on a eu la sécheresse, la canicule, on a des extra-ouragans, des extra-feux, des extra-tout en fait, des, voilà, des événements qui normalement doivent se produire tous les 100 ans, qui se produisent tous les 6 mois. Et donc on va être dans cet agenda où il va falloir gérer des crises, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sauve de l'instant où ça ne va pas. Il va falloir, en plus de ça, s'adapter parce que le système est déjà en train de changer. Et il ne faut pas qu'on oublie de se transformer en même temps parce qu'on voit bien que l'adaptation, ben, on ne peut pas aller s'adapter à un monde à plus 8 degrés parce que là, en fait, on voit bien qu'il n'y a rien qui va pouvoir continuer à fonctionner. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un cerveau qui fonctionne sur ces 3 dimensions-là en même temps et être hyper attentif aujourd'hui à ne pas être embarqué uniquement dans l'énergie du pompier, qui est la gestion de crise, parce qu'effectivement, quand ça arrive, il faut être pompier, mais on ne peut pas être pompier tout le temps. Et si on est juste pompier, eh ben, en fait, ça ne va pas nous arranger les choses pour le court, moyen terme, quoi. Donc, si on revient aux organisations, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, voilà, soit on continue à faire comme si de rien n'était, mais je crois qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué de tenir cet ingénieur-là, et plus ça va aller, plus bah, on va se prendre la tête dans les parois de l'entonnoir, et plus ça va faire mal, ou justement, on se pose la question de dire bah, comment on va
atteindre le plus simplement, le plus directement possible, la sortie de l'entonnoir. Donc, comment est-ce qu'on repense nos systèmes de réponse à nos clients, à nos usagers, pour faire les choses qui aillent vers cette sortie de l'entonnoir, quoi. Alors, en essence, la démarche par laquelle on va travailler, en fait, cette démarche FSSD, c'est vraiment de se dire, on est sur des stratégies, alors là, j'aime bien, c'est des collègues anglais qui ont développé ce mot, des stratégies future fit. C'est-à-dire qu'on est adapté au futur, plutôt que future proof, c'est-à-dire qu'on dit, oh bon, ça va passer, voilà, on va mettre la tête dans le sable, on va construire plus solide, on va, voilà. Mais en fait, non, la réalité, c'est qu'on voit on ne va pas avoir de négociation possible avec le système Terre. On peut discuter tout ce qu'on veut au niveau social, mais jusqu'à certainement un certain niveau. Mais en tout cas, les écosystèmes, il y a un moment, de toute façon, ils nous renvoient des messages clairs. Et si on dit qu'on veut négocier 10 ans de plus, il n'y aura personne qui pourra venir à la table pour nous donner ce temps plus long, quoi. Donc, il faut qu'on s'ouvre à lire véritablement le monde pour pouvoir développer des stratégies qui soient fit pour le futur, quoi. Donc, le résumé de la situation, c'est de dire, OK, aujourd'hui, la manière dont on s'est organisé en tant que société pour répondre aux besoins de nos clients et de nos usagers a des impacts sur la société, sur l'environnement. C'est symbolisé par ce petit bonhomme qui se prend la tête dans les parois de l'entonnoir. Si, comme on l'a très bien fait jusqu'à présent, on se focalise sur la résolution du problème en développant des expertises, mais sans forcément comprendre le terrain de jeu au global dans lequel on est en train de jouer, il y a de fortes chances que la solution au problème d'aujourd'hui devienne le problème de demain. Et ça, on l'a vu, on est passé des CFC au HCFC, enfin voilà, il y a 1000 situations dans lesquelles on a fait ça, quoi. Donc clairement, on ne peut pas développer des solutions aux problèmes d'aujourd'hui en ayant juste en tête s'éloigner des problèmes que l'on connaît. Il faut que l'on sache où on veut aller. Et donc, on l'a vu, il faut qu'on change de système, il faut qu'on arrête de diminuer la marge de manœuvre et il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on va réussir à atteindre la sortie de l'entonnoir. Alors, la sortie de l'entonnoir, c'est vite dit et bien dit, mais en fait, voilà, comment est-ce qu'on va s'orienter par rapport à ça? Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un scénario pour des sociétés durables. Et ça c'est hyper dur pour notre cerveau parce qu'en fait, tout le développement de nos sociétés aujourd'hui, c'est véritablement ça. On a découpé le monde en parties pour le comprendre. On met des expertises, ça nous prend 3 mois, 10 ans, mais à un moment, on comprend, quoi. Et du coup, on peut faire un plan et on se dit, ça marche, quoi. Et donc là, on aimerait bien avoir ça. C'est aussi quand on parle des science-based targets, quand on cherche à calculer quelles sont les limites planétaires, enfin, on aimerait bien savoir où sont les limites de tout ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi. Et ça serait le scénario du puzzle de dire, bah voilà, il y a ceux qui s'occupent des pièces bleues, ceux qui s'occupent des pièces rouges, ceux qui s'occupent des pièces oranges, mais on sait bien que c'est pas ça la réalité. Là, on n'est plus dans un système compliqué, on est dans un système complexe. Donc, il faut s'outiller pour manœuvrer dans la complexité plutôt que de croire qu'on va pouvoir agir dans la complexité avec des outils adaptés au compliqué. Et ça, je crois que c'est le saut qu'on a beaucoup de mal à faire encore en tant que société. Donc, l'autre métaphore qu'on va utiliser pour réfléchir justement et être au clair sur là où on cherche à aller, c'est la métaphore du jeu d'échecs. Alors, pas besoin de savoir jouer aux échecs pour savoir que pour faire échec au roi, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et, et du coup, si vous connaissez ces conditions, eh bien, il y a plein de manières de faire échec au roi. Il n'y a pas qu'une manière de faire échec au roi. Donc, c'est exactement comme ça qu'ont été cherchés et identifier en fait par cette équipe les mécanismes qui sont à la source de la non-durabilité de nos sociétés. La question, ça a été quelles sont les conditions pour faire échec à la non-durabilité de nos sociétés? Où est-ce qu'il faut agir de manière systématique pour arrêter ce qui participe à la dégradation, à la diminution de la marge de manœuvre du système dans lequel on vit. Donc, une fois qu'on a, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce qui compose le langage commun de cette démarche. Et donc, la logique par laquelle on va travailler ensuite, c'est qu'on va se mettre dans ce futur dans lequel on a réussi et on va faire ce qu'on appelle du backcasting à l'opposition du forecasting. Donc, le backcasting, c'est simplement je regarde le présent à partir du futur dans lequel j'ai réussi. Et donc, c'est là où vous voyez qu'on décale le regard. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder aujourd'hui à partir des problèmes qu'on connaît, parce qu'il y a la liste à l'après-vert qu'on connaît, mais il y a tout ce qui est dans les tuyaux sur lequel on n'a pas de visibilité. Et donc, la stratégie, c'est soit je vais attendre de révéler partout où ça fait mal pour définir le terrain dans lequel je vais agir, ou justement, je vais regarder
la situation dans laquelle je suis aujourd'hui à partir de ma compréhension de ces règles du jeu. Et donc, ça va m'éviter d'aller voilà, me cogner dans la tête dans les parois de l'entonnoir à chaque mouvement que je vais faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, et ben effectivement, là, on est dans un scénario où on n'est plus dans une navigation à vue, on est dans une navigation où j'ai une boussole. C'était bien la question en fait qui occupait en fait Karl-Henrik Robert à l'époque, c'est de se dire mais comment est-ce que je peux être stratégique pour transformer les sociétés si je ne sais pas où je vais? Et là, en fait, ça nous donne véritablement une boussole. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, ça ne vous donne pas la solution. Mais par contre, ça vous donne un début de solution dans le sens où ça vous donne les questions qu'il va falloir absolument traiter. Et donc, vous allez pouvoir finalement informer par cet horizon que vous cherchez à atteindre en permanence, évaluer votre situation, évaluer les solutions sur lesquelles vous êtes en train de vous engager ou peut-être justement ne pas vous engager en connaissance des limites de ces solutions. Alors, si on regarde un petit peu justement quelles sont, parce que la question bien sûr, c'est quelles sont ces conditions nécessaires à la durabilité de nos sociétés. Donc la question que je vais vous poser, là, et là j'aimerais bien un petit peu vous entendre, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, mais c'est de dire, voilà, quand la baignoire déborde, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Quelle est la vraie bonne solution? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Oui? Oui, Olivier, à l'université de Caen, on peut couper le robinet déjà, ou réduire. Comment dire? Voilà, c'est véritablement là où il faut agir en fait. Il ne s'agit pas d'éponger dans la cuisine, d'ouvrir la bonde et de sauver la moquette. En fait, la véritable solution, c'est d'aller fermer les robinets, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la stratégie qu'on a adoptée quand on regarde tout ce qui est impact de développement durable, en fait. Parce que souvent, on va mettre des filtres, voilà, on va plutôt être de l'ordre de éponger que fermer les robinets. Donc là, c'est exactement ce qui a été travaillé, en fait, c'est de se dire, plutôt que d'aller comprendre en aval, c'est-à-dire quand c'est trop tard, quand c'est déjà réalisé, on va aller chercher l'information, voilà, ce qu'on fait de manière systématique dans nos modes de développement, qui soit le plus en amont possible, en fait. Donc la question qui a été posée, c'est quels sont les aspects essentiels des systèmes socio-écologiques qui fonctionnent et où est-ce que nous, dans nos activités, on ouvre finalement les robinets de la non-durabilité. Et donc, finalement, ce qu'on va comprendre, c'est où sont ces robinets et après, il va falloir agir pour les fermer. Donc, la question a été posée de la même manière sur la dimension environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait de manière systématique dans nos modes de production, de développement qui impactent l'environnement et qu'est-ce qu'on fait de manière systématique entre humains, donc sur la dimension sociale, sociétale. Donc là, je vous présente très succinctement ces 8 mécanismes sources, parce que sinon, vous allez ressortir de là en vous disant, c'est très bien cette démarche, mais en fait, c'est quoi les mécanismes sources? Alors, par contre, voilà, les présenter comme ça, sans pouvoir les travailler un peu, c'est un peu raide, mais bon, voilà, on y va. Donc, les 8 façons de se créer des problèmes, alors donc, il y en a 3 d'abord au niveau environnemental, c'est que aujourd'hui, dans nos modes de développement, ce que l'on fait de manière systématique, c'est que l'on augmente dans la biosphère la concentration de substances extraites de la croûte terrestre. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'utiliser des substances extraites de la croûte terrestre, l'enjeu, c'est que dans la manière dont on utilise ces substances, on les disperse, elles s'accumulent et elles génèrent les impacts qu'on connaît aujourd'hui, plus tous ceux qu'on ne connaît pas. Donc ces substances, c'est à la fois tout ce qui est métaux, minerais rares dans la nature et tout ce qui est, bien sûr, énergie fossile, dont on connaît effectivement l'enjeu aujourd'hui lié à leur consommation. Deuxième façon de se créer des problèmes, c'est pareil dans nos modes de développement. Pour répondre aux besoins, on augmente de manière systématique dans la nature, dans la biosphère, hein, dans les différents milieux, dans nos corps, la concentration de substances produites par la société. Et donc là, vous voyez que c'est large, mais ça concerne à la fois les substances qui n'existent pas naturellement, qui sont des créations humaines. Donc, vous vous souvenez sur les limites planétaires, c'est tout ce qui est un peu sous nouvelles entités.
Donc l'exemple des CFC, hein, quand vous regardez les témoignages voilà, d'Electrolux, hein, c'est vraiment de dire, bah oui, les CFC, c'est une bonne molécule, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est stable, c'est-à-dire qu'elle fait le job, sauf que ben, une fois qu'elle a fait le job comme liquide réfrigérant, ben, voilà, dans la manière dont on a organisé la fin de vie de ces réfrigérateurs ou de tous ces gaz, en fait, de toutes ces utilisations, eh ben, cette molécule a été libérée dans la biosphère et elle est allée interagir avec l'ozone de la haute atmosphère. Enfin, ce qui est impossible, on ne va pas regarder tout ce qui est possible et toutes les interactions. Donc, c'est soit on dit, ben, CFC, on en a besoin, mais il faut le maintenir dans la technosphère, et on savait bien que ce n'était pas comme ça qu'on serait capable de le faire, puisqu'on en avait partout. Donc, il faut qu'on change de molécule. Et c'est aussi des substances produites dans la nature, type dioxyde de carbone, mais qu'on produit à des quantités voilà, qui affectent en fait la concentration de ces substances dans la biosphère. Troisième façon de se créer des problèmes, c'est d'aller physiquement, finalement, dégrader ce qui participe à régénérer en permanence. Hein, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Voilà, mais sauf que si vous surpêchez, si vous déforestez, si vous allez extraire plus d'eau que la nature peut, hein, que les nappes peuvent se remplir, si vous recouvrez toutes les zones naturelles avec des parkings et du macadam, et que vous créez de plus en plus de carrières pour aller chercher des cailloux, pour aller chercher des métaux, pour aller chercher ce que vous voulez. Donc, c'est pas de dire que dans des sociétés durables, c'est interdit de construire. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on arrive aux limites de ça, qu'il faut qu'on arrive à pondérer en fait notre développement, parce qu'aujourd'hui, hein, on nous parle tout le temps voilà, du nombre de terrains de football, d'équivalents surface voilà, qui sont coupés dans la forêt amazonienne. Mais il faut savoir qu'en France, alors c'est pas dans les mêmes proportions, mais toutes les 7 minutes, on couvre l'équivalent d'un terrain de foot, on imperméabilise en fait. La surface est équivalente à un terrain de foot. Alors 7 minutes, on peut se dire c'est rien, mais en même temps, toutes les 7 minutes, c'est pas rien non plus, quoi. Et c'est l'équivalent d'un département tous les 10 ans qui se trouve imperméabilisé. Donc voilà, la France est grande, mais il y a un moment, elle ne sera pas assez grande, quoi. Et sachant que c'est partout pareil, quoi. Donc 3 façons ici de finalement ouvrir les robinets de la non-durabilité. Alors vous voyez, c'est hyper exigeant. Quand vous analysez votre système au regard de ça, il y a un petit moment, gloops. Mais parce que vous vous interrogez les choses de cette manière-là, tout de suite, vous voyez où est-ce que vous avez des marges de manœuvre, ou tout de suite, où est-ce que, ben, de toute façon, vous dépendez structurellement d'autres acteurs, vous ne pouvez pas agir tout de suite, mais bon, vous savez que c'est une question qu'il va falloir vous poser de manière importante. Donc, effectivement, ça permet de devenir acteur en fait dans son système plutôt que d'essayer de comprendre en fait quels sont tous les impacts et tous les cascades d'impact en fait générés par vos activités. Donc là, si vous regardez voilà, un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, et même tous les enjeux, c'est parce qu'à un moment, on ne respecte pas une, deux ou trois de ces conditions qui va faire qu'on va avoir un impact sur l'environnement. La question s'est posée exactement de la même manière sur la dimension sociale. Et donc là, voilà, c'est des sujets qui ont été développés plus récemment parce qu'avant, on travaillait vraiment avec les besoins humains de Maxif, mais du coup, ce n'était pas pensé de la même manière. Donc là, finalement, pour se dire, ben, qu'est-ce que l'on se fait entre humains qui participent de la non-durabilité au niveau social de nos systèmes. Et en fait, sans rentrer dans les détails, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des fonctionnements humains, c'est que la clé de voûte de notre capacité à interagir et à coopérer en intelligence pour se développer, s'adapter à une diversité de contextes, qui est en fait la trajectoire de développement humain depuis des centaines de milliers d'années, c'est la clé de voûte, c'est la confiance. C'est-à-dire la confiance qu'on va se faire entre individus. Et puis effectivement, plus on est devenu nombreux, il a fallu passer par des institutions. Donc, c'est la confiance qu'on a dans nos institutions, dans notre police, dans nos écoles, dans nos gouvernements. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que c'est un des sujets aussi qui rend compliqué toutes ces transitions, c'est qu'il y a beaucoup alors j'allais dire de défiance, un niveau de confiance en fait qui est trop bas, qui n'est pas assez élevé effectivement pour pouvoir véritablement avoir des sociétés qui fonctionnent en cohérence. Et ça participe aussi voilà, de toutes les difficultés aujourd'hui où voilà, on se regroupe par communauté de compréhension et puis ça ne fait pas tellement avancer les choses, quoi. Donc je reviens sur ma cerise sur le gâteau du 17e objectif du développement durable, c'est un des gros sujets, quoi. Mais voilà, ça s'est traduit en disant, dans des sociétés durables, où est-ce que j'agis pour que les personnes ne soient pas soumises à des barrières sociales structurelles? Donc, barrières sociales structurelles, c'est un gros mot, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on se fait entre humains, qui empêchent les uns et les autres de préserver leur santé
au niveau vraiment dans le sens Organisation internationale du travail psychique, émotionnel et physique, exercer son pouvoir d'influence. Ben voilà, je fais partie d'une organisation, je fais partie d'une nation, où est-ce que je sens que je peux interagir? C'est pas dire que je vais choisir d'agir ce droit d'interagir, mais au moins j'ai cette capacité-là. Il n'y a pas de barrières sociales structurelles qui font que parce que voilà, je suis de telle communauté ou tel système, ben, je ne vais pas pouvoir interagir avec le système. Développer ses compétences individuelles et collectives. Donc ça, ben, voilà, on peut prendre l'exemple de la barrière numérique. Enfin, nos sociétés évoluent, se développent. Comment est-ce qu'on s'organise pour que tout un chacun puisse accéder à ces connaissances, être considéré de manière impartiale, ben voilà, je ne suis pas déconsidérée parce que j'ai tel background, tel background, tel background, et construire du sens. Et alors ça, voilà, en anglais, on dit meaning making, on le voit partout. En France, construire du sens, on n'en parle pas tant que ça, mais on en parle en creux, dans le sens perte de sens. On a beaucoup de ça aujourd'hui qui est exprimé. Et là, voilà, moi je vous invite par rapport à ce sujet du sens, où on peut se dire oui, c'est une construction philosophique, sociale, lisez le bouquin de Sébastien Boller qui s'appelle Où est le sens? Qui montre qu'en fait, c'est véritablement voilà, un besoin de sens, et c'est un besoin physiologique, en fait. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez un endroit qui s'appelle le cortex singulaire et qui a besoin de trouver du sens, quoi. Et donc, en fait, ça explique aussi aujourd'hui que dans cette société dans laquelle il y a un degré de non-confiance, on va aller chercher du sens ailleurs. Et donc, ça explique aussi un peu toutes ces tendances voilà, à croire toutes les histoires qui circulent sur le net parce que j'ai besoin, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je vais chercher du sens ailleurs, quoi. Bon, je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin là-dessus, mais voilà, ça vous donne en fait ensemble, finalement, ces 8 conditions qui sont ces 8 conditions à respecter pour véritablement produire et être un acteur qui va travailler avec des réponses totalement synergiques, donc créer de la valeur, créer du vrai bon business. Voilà. Alors là, voilà, il faut pas transformer ces conditions. C'est un peu la tendance qu'on peut avoir en disant, bah voilà, c'est les déchets, c'est ci, c'est ça. En fait, quand vous les utilisez, c'est véritablement un questionnement systématique et systémique qui est extrêmement pertinent et qui permet justement de se repérer dans cette complexité que l'on n'aime pas trop, parce que justement, on n'a pas l'impression de maîtriser les choses, mais là, au moins, ça fait que vous n'êtes pas dans le noir, vous avez au moins, voilà, vous savez où sont les murs, et après, ben voilà, il va falloir quand même agir dans ce contexte. Alors, juste pour faire le lien voilà, sur comment on pourrait analyser un système, par exemple pour l'extraction de métaux. Donc là, vous voyez que là, je vous ai mis, alors vous avez peut-être vu circuler ces photos qui sont, voilà, qui sont une tentation pour illustrer en fait qu'est-ce que c'est toute cette extraction de métaux et de minerais. Donc ici, vous avez la photo de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert, donc 2000 mètres de diamètre. Donc vous voyez que les petites stries là que vous voyez, c'est pas des petites strates, c'est des routes en fait, hein, qui peuvent supporter des énormes camions qui vont aller remonter ces minerais. Et voilà, 760 mètres de profondeur, c'est 2 tours Eiffel. Et la petite boule que vous voyez au milieu, finalement, c'est la quantité de cuivre qu'on a véritablement été extraite, quoi. Et donc, quand vous faites ça, vous participez à ne pas respecter la première condition, qui est effectivement de dire, si on a du cuivre, gardons ce cuivre. Bien sûr, quand on va extraire ces millions de mètres cubes de roches pour aller les broyer finement, c'est beaucoup d'énergie. On va aller utiliser de la chimie aussi pour séparer ces matériaux. Bien sûr, autant vous dire que l'écosystème autour, enfin, l'écosystème qui était sur cette surface a disparu, plus tout le reste à côté qui est affecté. Et après, c'est effectivement toute la dimension humaine, travail et compagnie qui peut être challengée. Et juste là, en fait, je mets cette diapo parce que, en fait, aujourd'hui, je pourrais vous faire passer ce lien, mais il y a une géologue minière là, qui est passionnante par rapport à ces sujets, si on veut creuser un petit peu ce que ça veut dire derrière, et qui, en fait, résume la situation en disant, aujourd'hui, pour décarboner nos économies, on la métallise. Et métalliser nos économies, il faut penser qu'à chaque fois, c'est ça qu'on est en train de faire, quoi. Donc voilà, des vraies questions de fond, quoi. Alors, ces conditions, juste pour finir dessus, en fait, c'est fait qu'elles sont formulées de manière négative
parce que, en fait, on ne sait pas ce que sont des sociétés durables. Vous avez vu que ici, c'est pas prescriptif de les sociétés durables, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc après, vous pouvez le combiner avec justement des manières d'agir qui seraient voilà, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie, tout ce que vous voulez, le biomimétisme, enfin voilà, des clés en fait qui permettent d'activer à l'intérieur de ces conditions des choses qui permettent de se transformer, qui vont être valides pour certains et pas pour d'autres, quoi. Donc, c'est vraiment donner les limites, stimuler la créativité. Alors là, on n'a pas le temps de l'expérience de ça et c'est pas l'objet ce matin, mais c'est effectivement parce qu'on s'interroge de cette manière-là. Du coup, comme on voit où sont les robinets, et ben, tout de suite, ça nous donne des idées sur comment est-ce qu'on pourrait faire différemment parce qu'effectivement, on va se poser les bonnes questions, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée de dire connaître les limites libère la créativité. Et c'est vrai que voilà, les listes à l'après-vert où on nous dit il faut prendre des douches, il faut prendre des bains, bah, très bien, mais en fait, on se coupe de toute la capacité de tout un chacun dans son contexte de se dire bah, si je regarde les choses à partir de cette paire de lunettes, qu'est-ce que ça me permet de voir et où est-ce que je peux agir pour faire les choses différemment, quoi. Voilà, donc c'est pas de dire qu'il faut mettre à la poubelle tout ce que l'on connaît sur les impacts, parce que bien sûr aujourd'hui il va falloir agir aussi là-dessus, mais c'est aussi de dire attendons pas d'aller nous brûler les doigts sur toutes les limites planétaires pour agir, hein, parce que c'est exactement ce qui illustre ce coyote, c'est que ben, par rapport aux effets de seuil, tout va bien jusqu'au moment où on passe de l'autre côté, quoi. Et on sait bien que quand on change de système, quand on passe des seuils, on ne peut pas revenir comme ça tranquillement, refaire des forêts, refaire des barrières de corail, refaire, voilà, refaire des forêts à partir de prairies. Enfin, voilà. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus proactif aujourd'hui. Et ce questionnement-là nous permet d'être proactif plutôt que de se dire à quel endroit je vais me brûler les doigts et ah, là je suis à 0,1 degré de me brûler les doigts, quoi. Alors, la manière de le mettre en œuvre dans les organisations, en fait, c'est 4 étapes, hein. Il n'y a rien de plus basique, alors qu'on fait pas, voilà, qu'on va faire de manière très itérative. Et puis surtout, l'objectif, c'est pas de passer 3 mois à faire du A, du B, du C, du D. C'est plutôt de s'inscrire dans cette logique de capacité de circuler du présent au futur et du futur au présent, surtout. Vous l'avez compris. Donc, la première étape, c'est partager le même schéma mental. Alors, partager le même schéma mental, ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil, qu'on est tous d'accord sur tout. C'est juste qu'on a partager en fait les clés de cette démarche, la compréhension ben, que l'entonnoir, ça nous invite à penser différemment, que les 8 conditions, ça peut être une clé pour lire le système à partir de l'endroit où on a réussi. Enfin voilà, tout ce qu'on vient de discuter de manière jusqu'à présent, quoi. La deuxième étape, c'est que je vais analyser mon système. Donc là, ça peut être mon projet, mon entreprise, mon territoire, enfin voilà, des configurations extrêmement diverses qui va me permettre de voir bah, ce qui ne voit pas aujourd'hui et puis ce qui ne va pas non plus dans ce que je suis en train d'imaginer. Là, bah, je sais où je suis, je sais où je vais aller. Bon, rien de plus classique, hein. Qu'est-ce que je peux imaginer faire? Et surtout, quand je vais commencer à voilà, transformer et à faire une sélection de, voilà, des options par lesquelles je vais engager la transformation, je vais me reposer systématiquement ces 3 questions. C'est-à-dire que là, je remets ma paire de lunettes des 8 conditions pour me dire bah, sur les différentes options que j'ai, qu'est-ce qui va dans la bonne direction? La bonne direction, c'est le respect des 8 conditions. Donc, vous imaginez bien que il va y avoir des endroits où vous allez respecter une condition, 2 conditions, l'autre, ça va être les autres, tatati tatata. Donc là, on n'est pas dans je passe de tout est problématique à j'ai la solution pour tout. Donc là, sur ces différentes options qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, vous allez vous poser du coup une deuxième question. Est-ce que c'est une plateforme flexible? C'est-à-dire qu'on est véritablement dans la stratégie de jeu d'échecs, qui est que on ne sait pas quand on commence la partie les 35 coups qu'il va falloir faire pour faire échec au roi. Mais souvent, on a quand même une visibilité à 1, 2, 3 tours, quoi. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut éviter, c'est les cul-de-sac. C'est-à-dire que bah là, si je vais par là, oui, ça m'avance sur telle ou telle condition, mais derrière, aucune idée de ce qui peut se passer. Ou une autre option qui est peut-être moins bien sur une condition, mais mieux sur une autre. Et derrière, je sais que techniquement, humainement, économiquement, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que, voilà, je sais que ça m'ouvre plutôt des possibilités que de refermer des possibilités, quoi. Et troisième question, bien sûr, puisque la dimension économique est là, c'est ben, qu'est-ce qui est bon pour le business, en fait. Alors là, je peux aller chercher du ROI brut, mais je peux aussi aller chercher plein d'autres paramètres qui fait que, ben, voilà, quand on est à la tête d'une organisation, il y a plein de paramètres qui sont bien sûr économiques, mais il y a aussi voilà, des facteurs humains, des facteurs de partenariat, des facteurs d'opportunité, des facteurs de financement, enfin plein de paramètres qui font qu'on va choisir sa voie de transformation.
Et donc, vous imaginez bien qu'on ne fait pas ça une fois et qu'on attend de voir ce qui se passe. C'est qu'en fait, finalement, la vraie valeur ajoutée dans les organisations, on va le voir, c'est que ce processus-là, il soit partagé par tout un chacun et qu'il soit incorporé dans voilà, les processus d'innovation, les processus de réflexion stratégique. Donc, ce n'est pas la solution, mais c'est vraiment une clé de lecture qu'on ramène pour prendre partout en compte ce contexte de l'Anthropocène. Alors, ça, je viens de vous l'expliquer, hein. Quand est-ce qu'on se sert de cette paire de lunettes pleine durabilité? On s'en sert au moment où on fait l'analyse de la situation actuelle et au moment où on est en train de choisir voilà, comment est-ce qu'on va commencer à engager la transformation et tout au long des transformations. Alors, donc, je vais vous partager maintenant un retour d'expérience un petit peu détaillé en fait sur le groupe Millet dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà, on a l'occasion d'interagir régulièrement parce que là, en fait, c'est aussi intéressant d'avoir ce type d'acteur qui, voilà, interagit avec d'autres chefs d'entreprise qui se demandent ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, par où on commence, comment est-ce qu'on y va. Voilà, donc là, moi, j'ai tendance voilà, à faire interagir Fabrice Millet avec pas mal d'acteurs aujourd'hui. Et en fait, ce qu'ils ont fait, la première chose sur laquelle on a travaillé, en fait, ça a été de définir le futur souhaité, c'est-à-dire c'est qui le groupe Millet à la sortie de l'entonnoir. Et là, ce qu'on voit, je vous ai mis en fait leur raison d'être. Euh, donc, je vous dis, rappel, c'est une entreprise qui fait des portes et des fenêtres sur mesure dans 4 matériaux, donc acier, alu, PVC, bois. Et effectivement, au début, c'était de dire, bah, faut qu'on fasse tout en bois parce que le PVC, c'est pas bien, tatati tatata. Et puis finalement, de se rendre compte bah, que non, en fait, le bois, il y a aussi ses limites, qu'on ne peut pas tout produire en bois, et que finalement, si on est sur des matériaux qui ont des durées de vie longues, finalement, le PVC, c'est peut-être pas tant un problème que ça, quoi. Donc là, on revient bien sur ce que je vous expliquais sur ces 8 conditions, c'est que ce n'est pas la matière en soi qui est challengée, c'est la manière dont on va l'utiliser et dans quelle mesure elle va être dispersée dans l'environnement pour générer des effets de seuil qui vont générer des impacts. Donc là, je vous ai mis leur raison d'être parce que c'est très intéressant vous voyez ici qu'ils disent on va contribuer à l'amélioration de l'habitat. Donc, on n'est pas juste, on est les meilleurs vendeurs de fenêtres du monde, ils s'inscrivent dans quelque chose de plus large que voilà, leur cœur de métier. Et ils vont dire qu'ils vont choisir de respecter l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. Donc, c'est pareil, ça veut dire qu'ils prennent beaucoup plus large que la dimension, voilà, je ne suis pas très concernée par d'où viennent les matériaux et je vends des fenêtres, mais après, je ne sais pas comment elles sont posées, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la fin de vie de ces fenêtres. Donc là, je vais prendre la responsabilité beaucoup plus large que là où j'ai véritablement la main. Et on verra que c'est extrêmement important pour le développement qu'ils ont eu par la suite. Et dernier élément, c'est qu'ils parlent d'ouverture et de fermeture. Donc là, on peut se dire, bah oui, vous faites des portes et des fenêtres, voilà, c'est quoi la différence, comment, enfin... Et en fait, quelque part, c'est un peu cette idée de s'inscrire dans l'économie de fonctionnalité, la dématérialisation, alors qui n'est pas du tout dématérialisée, parce que vous avez des portes et des fenêtres à la fin. Mais cette manière de se penser, c'est un peu comme le parallèle qu'on peut faire, qui est peut-être plus explicite, c'est de se dire, ben voilà, soit je vends des radiateurs, soit je vends du confort thermique. Si vous vous projetez comme une entreprise dans le futur qui vend des radiateurs, quelque part, ben voilà, ça vous donne un créneau, mais ça ne vous donne pas beaucoup d'horizons. Si vous êtes sur du confort thermique, les radiateurs sont une option, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, quoi. Et donc, vous allez voir que pour eux, ça a suscité en fait de nouveaux développements dans d'autres entreprises. Alors, quand on regarde cette raison d'être, finalement, là, je l'aurais interrogé il y a 2 ans là, sur la loi PAC, raison d'être, entreprise à mission. Il dit, nous, on a tous les bénéfices de ça depuis 2005, en fait, parce que quand on redit en permanence à nos collaborateurs qu'on contribue à l'habitat, que c'est pour ça qu'on est en train d'agir, eh bien oui, il y a un engagement, en fait, qui est là, qui est fort, qui fait que les gens sont acteurs, en fait, de ce qui se passe partout dans l'entreprise. Et quand on a commencé ce travail, c'était pas si simple pour eux que ça de recruter, en fait, voilà, parce que le siège est à Cholet, avec d'autres, il y a 7 sites industriels voilà, c'était pas forcément super attractif, quoi. Et là, en fait, depuis des années déjà, voilà, c'est beaucoup plus facile pour eux le recrutement parce que ils viennent vers une entreprise, voilà, qui porte autre chose que faire des portes et des fenêtres, quoi, qui a vraiment un horizon de participation à la transformation de nos sociétés. Alors là, je voulais vous mettre un petit extrait, mais j'ai pas ça dans Word. Donc,
Une autre manière de représenter l'entonnoir qu'on a vu jusqu'à présent, c'est de se dire, OK, bah, du coup, j'ai défini ce que je souhaite être dans le futur, donc à la sortie de l'entonnoir, et ça va me permettre de m'analyser pour voir ben, tout ce qui ne va pas dans mon organisation et surtout, à chaque instant, où est-ce que je vais aller créer de la valeur qui soit alignée avec cet objectif de pleine durabilité, quoi. Donc, pour eux, en fait, et ça, ils le repartageaient encore récemment, parce que du coup, je leur ai fait rencontrer des cadres dirigeants de la fonction publique, en fait, et voilà, qui avaient besoin un peu de déstructurer ce qu'ils pouvaient penser des acteurs économiques sur ces sujets de développement durable, et en fait, de montrer qu'en fait, cette manière de penser différemment leur a permis véritablement de s'autoriser à changer de stratégie. Donc, c'est des milliers d'actions qu'ils ont mis en place, donc plein de choses pour les économies de ressources d'énergie, mais là, je fais le focus sur quelques idées clés et actions clés sur plus proche du cœur du métier. Donc, la première chose qu'ils ont réalisée, en fait, c'est que 80% de leur marché, c'est de la rénovation. Donc, en fait, ça veut dire que des portes et des fenêtres sont remplacées. Et ces portes et des fenêtres, elles partent à la déchetterie, à la décharge, voilà. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de menuiseries qui partent à la décharge par an en France. Donc, eux, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé l'éco-retour dès 2006, qui est maintenant réglementé par la loi justement sur la responsabilité étendue des producteurs qui va tomber pour ces produits à horizon 2023. Alors, bon, peut-être un peu plus tard parce que le décret n'en finit pas de sortir, mais bon, voilà, c'est dans les tuyaux. Et là, c'est un peu la panique en fait pour tout ce secteur aujourd'hui, alors que eux, finalement, ça fait des années qu'ils ont organisé cette logistique inversée et qu'ils ont aussi organisé, ben, voilà, ce qu'on récupère, c'est pas les portes et les fenêtres qui ont été construites par le grand-père, donc c'est de tout bois, de tout feu, de toute matière, et il faut séparer toutes ces matières. Donc là, c'est des emplois à temps plein qui sont chez eux et ils ont effectivement recréé toutes ces filières. Alors, je ne dis pas au début, c'était un peu l'enfer parce qu'en fait, ils n'avaient pas réalisé ce dans quoi ils allaient, mais finalement, bah, aujourd'hui, ils sont complètement prêts en fait pour cette réglementation, quoi. Une des choses qu'ils ont fait aussi, parce qu'à l'époque, ce qu'ils ont commencé par récupérer beaucoup, bah, c'était du bois, des fenêtres en bois, parce que c'est ce qu'on a vendu voilà, pendant des dizaines, des centaines d'années. Et puis les fenêtres PVC, ça commence à vraiment venir maintenant, en fait, parce qu'elles ont, bah, voilà, elles atteignent leur fin de vie. Et ils se disaient, bah, valoriser le bois, c'est valorisation énergique. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec ce beau bois, en fait? Donc, ils ont travaillé avec un designer pour refaire des meubles, en fait, utilisant directement le bois brut de toutes ces moulures de portes et de fenêtres, quoi. Et un autre élément qui a émergé de ce travail, c'est de se dire, bah, en fait, c'est hyper compliqué de séparer ces matières qui ont été bien collées, puisqu'on veut que ça soit étanche à l'air, à l'eau. Et donc, plusieurs fois, on a travaillé cette idée justement plutôt bio-inspirée, qui était de dire, bah, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que quelque chose soit étanche pendant le temps de l'utilisation, mais que un jour, quand cette fenêtre sera démontée, on puisse séparer facilement les matériaux, quoi. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec leur bureau d'études. Donc vous voyez, ils ont eu le prix d'innovation à Batimat en 2009 pour ça, donc c'est quelque chose qu'on a fait en 2008. Et on a atterri cette idée effectivement de la fenêtre clippée. Donc ce qui leur a permis d'utiliser des matériaux extrêmement différents pour avoir les meilleures caractéristiques sur tout ce qu'ils cherchaient à avoir sur, voilà, au niveau thermique, au niveau sonore, au niveau air, eau et tout ça. Et en plus, le bénéfice, c'est que ça a fait que déjà, ils ont utilisé moins de matière, qu'ils travaillent pour le futur et qu'en plus, ils ont des montants extrêmement fins par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire jusqu'à présent. Donc ça, c'est un exemple, en fait, d'activités ayant des incidences fortes, en fait, sur leur marché, leur offre et sur le bénéfice pour la société et pour l'environnement. Et par rapport à ça, donc, je vous disais cette histoire de se projeter en ouverture et fermeture, mais finalement, ce qui a été vraiment important, c'est de dire, ben voilà, ils ont développé au moment du Grenelle de l'environnement, finalement, ben, de la rénovation énergétique de l'habitat par l'extérieur, donc avec des parois en bois, avec de la ouate de cellulose en isolant. Et donc, pendant des années, voilà, les autres acteurs les ont regardés faire un peu bizarrement. Et là, avec la RE 2020 qui en plus demande qu'une certaine portion des matériaux soit biosourcés, ben, clairement, là, les gens appellent en disant, mais vous avez 10, 15 ans d'avance. Et eux, ils disent, ben oui, mais nous, ça nous donne déjà, ça va conforter notre stratégie et ça va aussi nous donner des marchés qui vont nous permettre de continuer à innover et à développer les choses de manière intéressante. Alors, je vois qu'il est super tard, je vais m'arrêter là. Voilà, et donc ça les a emmenés jusqu'à leurs relations fournisseurs qui sont complètement voilà, repensées en fait avec cet horizon de temps.
Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que c'était jusqu'à 11h30. J'ai d'autres exemples, mais on va peut-être plutôt ouvrir la conversation s'il y a des questions, des réflexions que vous avez les uns les autres. Et puis voilà, je pourrais redonner quelques éléments en fonction des questions. J'avais pas vu filer le temps en fait. Merci beaucoup, Caroline. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peut-être du coup, on peut arrêter l'enregistrement.